Cette vidéo est une suite directe à celle sur l'équipement du légionnaire romain. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. En accord avec notre imaginaire collectif, le Moyen-Âge serait une période de stagnation, ne connaissant presque aucun progrès social, scientifique ou militaire. On se représente souvent les chevaliers comme portant une armure de 50, 60, voire même 70 kg, les rendant lents et très vulnérables en cas de chute de cheval. L'armure médiévale que nous imaginons trop souvent portée par tous les combattants de cette période image à merveille ces idées reçues. Je vais vous présenter les évolutions principales de l'équipement du combattant médiéval, de la chute de Rome à la démocratisation des armes à feu. En 476, l'Empire romain d'Occident tombe après des siècles d'agonie. Les armées autrefois uniformes et professionnelles ne sont plus à présent qu'un agglomérat de miliciens, de quelques nobles ayant eu une éducation martiale, et de mercenaires dont l'équipement dépend de la richesse et des matières premières disponibles. Et les armures complètes protégeant le corps de lourdes plaques d'acier, elles ne feront leur apparition que des siècles plus tard. Nous ne disposons que de peu de sources permettant de définir exactement l'équipement militaire de cette période, mais nous pouvons le déduire en prenant en compte les possibilités techniques et les traditions déjà connues. L'armure la plus simple à produire est l'armure de tissu rembourré. Elle offre une protection satisfaisante contre le tranchant des lames et contre les flèches. En revanche, elle est peu efficace contre les coups perforants. La principale alternative à l'armure de tissu est la cotte de maille. Elle est très semblable à celle abordée dans l'épisode précédent. Cependant, le vêtement va progressivement s'allonger pour couvrir l'intégralité du corps. Les forgerons peuvent utiliser davantage d'anneaux pour protéger les points les plus sensibles, par exemple le cou. Il est également possible que des cuirasses de fer datant de l'époque romaine soient ponctuellement utilisées. Nous pouvons en voir un exemple sur cette peinture représentant le baptême de Clovis, mais il s'agit d'une représentation artistique qui est probablement très éloignée de la réalité. Les armées médiévales n'ont en général pas d'uniforme à proprement parler et ne sont pas permanentes et professionnelles. Ce sont plutôt des troupes levées occasionnellement selon le besoin. L'équipement peut donc grandement varier d'un soldat à l'autre. L'ensemble le plus commun comprend probablement une cotte de maille, un casque et un bouclier. Il est courant d'utiliser une armure composée de plusieurs matériaux. La broigne, par exemple, est une pièce mixte protégeant la poitrine. Contrairement à une cotte de maille classique, les anneaux sont cousus sur un support en cuir, en tissu ou en feutre. C'est l'un des premiers vêtements militaires dont l'utilisation est attestée au début du Moyen-Âge. L'absence de source ne permet pas de détailler d'évolution précise des armures. Vers l'an 800, la broigne s'allonge de la même manière que la cotte de maille, et ce pour les mêmes raisons. Vers l'an 900, les casques se simplifient et s'arrondissent. Arrivé à la moitié du Moyen-Âge, vers l'an 1000, le chaos qui régnait sur l'Occident s'apaise, les attaques vikings se raréfient et la féodalité se développe. Les armées sont en moyenne un peu mieux équipées que durant la période précédente. Les cottes de maille classiques se démocratisent même si la broigne continue d'exister. Le début des croisades aux alentours de l'an 1100 marque le début de leur généralisation. C'est également à peu près à cette période que le terme chevalier commence à se répandre, même si le concept existait déjà avant cette période. Les différents ordres religieux guerriers s'en équiperont à cette occasion. Vers l'an 1200, la cotte de maille deviendra l'équipement militaire par excellence. Par-dessus cette protection, les chevaliers portent souvent un vêtement ample appelé surcot, sur lequel il est fréquent de coudre les armoiries de sa famille ou de son ordre religieux. Cette protection en tissu est avant tout décorative, mais elle protège également la cotte de maille contre la rouille. Au cours du XIIIe siècle, les premières pièces d'armure de plate apparaissent. Il ne s'agit pas encore des armures montrées au cinéma, mais plutôt de l'ajout de protection pour les coudes, les genoux, les jambes et plus rarement pour le torse. Ces pièces d'armure sont rajoutées par-dessus la cotte de maille et sont plus ou moins visibles selon la taille du surcot. À partir du XIVe siècle, de grands progrès sont faits en métallurgie. L'acier est à présent maîtrisé et les armures peuvent être composées de pièces plus complexes. À l'occasion de la guerre de Cent Ans, les premières cuirasses d'acier faites d'un seul bloc font leur apparition. Les différentes pièces d'armure en acier s'améliorent progressivement. Mais il n'existe pas encore d'ensemble complet entièrement composé de plaques d'acier. Certaines pièces ne sont encore faites que de simples mailles. On parle alors d'armure partielle de plate. Au début du XVe siècle, les Italiens mettent au point le haut fourneau et la technique de la trempe. L'acier chaud est brutalement refroidi afin de le rendre plus dur. On parle alors d'acier trempé.
C'est à cette période que la fameuse armure à laquelle nous pensons tous apparaît. Cette armure d'acier trempé couvre le chevalier de la tête aux pieds et peut être portée par-dessus une cotte de maille pour une protection maximale. Contrairement à la légende, le poids de cette armure est en moyenne de 30 kg, ce qui est similaire au poids de l'équipement d'un pompier ou d'un fantassin moderne. Le surcot peut encore être porté par-dessus l'armure, mais son usage diminue tout au long du siècle. L'armure devient si résistante que seule l'invention des longbows anglais et le progrès des arbalètes permettra à nouveau de la perforer. La protection rend insensible aux coups d'épée, sauf sur les points faibles et les défauts éventuels de l'armure. Les seules armes de corps à corps véritablement efficaces contre une armure de plate sont les armes contondantes, par exemple la masse d'armes ou le marteau de guerre. Cette armure est en revanche extrêmement coûteuse et n'est pas portée par tous les combattants. Les modèles plus anciens sont encore utilisés. La date de fin du Moyen-Âge fait débat, mais la plupart s'accordent à dire qu'il se termine à la fin du XVe siècle. L'armure de plate progresse et se modernise tout au long du XVIe siècle. Le Moyen-Âge est terminé. Nous entrons dans la Renaissance. Les armes à feu individuelles se répandent et cohabitent un temps avec les armes blanches. Les premiers modèles manquent de puissance et ne percent pas toujours les armures lourdes. Mais les progrès réalisés dans ce domaine rendent progressivement l'armure de plate obsolète. Elle sera progressivement abandonnée au profit de cuirasses plus simples, mais la suite de l'évolution sera abordée dans une autre vidéo.